Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce troisième et dernier webinaire le 10 mars de l'OPLO, dernier de cette année scolaire 2021-2022, qui est la première saison du webinaire. Je me présente, je m'appelle Marie Sarraute-Armentia, je suis doctorante en sociolinguistique au sein de l'Office public de la langue occitane. Alors, petit rappel rapide du concept du webinaire, le 10 mars de l'OPLO, c'est donc une visioconférence pendant laquelle nous donnons carte blanche à un chercheur ou une chercheuse pour qu'il nous présente l'état de sa recherche ou un sujet sur lequel il travaille. Pour les non-occitanophones, 10 mars, tout simplement, ça veut dire mardi en occitan. Petit rappel rapidement également, nous avons un site internet qui est officie-occitan.eu sur lequel nous postons toutes les informations liées à l'Office public de la langue occitane. Nous avons une lettre d'information qui s'appelle Correspondency, à laquelle vous pouvez vous inscrire si jamais vous voulez recevoir des informations régulièrement. Et puis, sur le site, nous avons une médiathèque avec pas mal de ressources pédagogiques et d'informations, notamment beaucoup à destination des enseignants. Alors, avant de présenter notre invité de ce soir, je voudrais expliquer rapidement pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on va parler spécifiquement des maths en occitan ou d'enseigner une matière en occitan. Eh bien, c'est parce que cette année, l'Office public de la langue occitane a lancé un groupe d'action recherche sur les fondamentaux. Alors, qu'est-ce que c'est que ce GRAPH, comme on l'appelle? Eh bien, c'est en fait une réunion, un groupe de recherche, en fait, de travail, qui réunit à la fois des chercheurs, donc des universitaires, et des formateurs, conseillers pédagogiques, inspecteurs pédagogiques régionaux par exemple, pour travailler ensemble, pour permettre de mieux accompagner les enseignants qui enseignent dans des sections bilingues ou dans des classes bilingues ou qui enseignent leur matière en occitan spécifiquement. Donc l'idée, c'est de leur permettre à terme de dispenser un enseignement plus efficace, le plus efficace possible, pour construire à la fois l'apprentissage des maths et l'apprentissage de l'occitan grâce à cet enseignement des maths en occitan. Et donc, l'objectif de ce GRAPH est de contribuer à la formation des enseignants et aussi à créer des ressources qu'ils pourront eux-mêmes utiliser. Alors, parmi les chercheurs, donc on a 3 chercheurs qui ont travaillé sur ce projet cette année. Nous avions Caroline Poissard, qui est maître de conférence à l'Université de Bretagne occidentale à Brest, qui est spécialiste de la didactique des maths, tout comme le deuxième chercheur, Jean-Jacques Salonne, qui est maître de conférence au Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte. Donc, on a des invités qui ne sont pas tellement du territoire occitan dans ce GRAPH. Et notre troisième chercheur, qui est notre invité ce soir, Pierre Escudé, qui est lui le spécialiste de la didactique des langues. Il est professeur des universités à l'Université de Bordeaux et notamment à l'INSPE d'Aquitaine. Donc, il est spécialisé dans le bilinguisme, plurilinguisme, l'intercompréhension des langues, la traduction. Il est responsable du parcours bilingue du master MEF menant au CRPE, c'est-à-dire le concours de recrutement de professeurs des écoles, avec la spécialité donc bilingue français-occitan pour les académies de Bordeaux et Toulouse. Et c'est également le vice-président de l'ADEB, c'est-à-dire l'Association pour le développement de l'enseignement biplurilingue. Sur ce, Pierre, c'est à vous. Je vais partager l'écran et je vous laisse la parole. Bon, bien, Alicia Satoute, un très grand merci à vous pour votre invitation. Je salue aussi tous nos invités. Alors, c'est toujours un peu gênant de faire un webinaire parce qu'on ne se voit pas et je ne sais pas exactement l'état de vos connaissances ou l'état de vos interrogations sur le sujet d'aujourd'hui. Alors, l'OPLO a choisi un titre accrocheur, à quoi ça sert au juste d'apprendre les maths en occitan. Je vais tâcher donc une petite demi-heure de développer cela, mais en fait tout simplement de développer ce qui se passe dans l'enseignement bilingue, dans l'éducation nationale notamment, enseignement bilingue français-occitan. Alors, en fait, à quoi ça sert d'apprendre les maths en occitan? Mais ça sert à apprendre des maths et ça sert à apprendre de l'occitan. En gros, la réponse est déjà donnée. Alors, peut-être qu'on peut passer à la... Oui, alors, le problème, c'est que je ne suis pas autonome dans mes diapos, donc c'est Marie qui va passer les diapos. Merci beaucoup. Voici un peu le menu de ces quelques diapositives que je vais vous présenter. Et peut-être qu'on peut commencer par la toute première. En fait, on apprend des contenus à la prochaine diapositive, Marie. Si vous plaît, c'est pour passer la seguente. Merci. En fait, on apprend des contenus parce qu'on apprend la langue qui porte ces contenus. Et l'apprentissage, qu'il soit monolingue en français ou immersif en occitan, par exemple, hein, mais un apprentissage immersif dans une seule langue, qui serait par ailleurs l'unique langue de l'enfant, de l'environnement, de la famille, de la nation, de l'État, etc.,
ce que l'on fait en France depuis quelques générations, ou que ce soit un apprentissage bilingue, ce que l'on fait en France depuis là aussi quelques générations, puisque ça fait maintenant 40 ans que se met en place cet apprentissage de manière institutionnelle, cet apprentissage bilingue français-occitan, comme français avec d'autres langues de France, c'est qu'on apprend dans une langue de scolarisation, ici l'occitan, à parité avec le français, on apprend des contenus. Alors ici, le contenu sera mathématique. Alors, il y a d'abord une légitimité institutionnelle à faire cela, et c'est vrai que lorsque, à partir de 1999, la première circulaire nationale a été édictée par le directeur général de l'enseignement scolaire qui s'appelait Jean-Paul de Godemar, c'était sous le ministère de Lionel Jospin en 1999. Jacques Lang était le ministre de l'Éducation nationale. Donc ce DGESCO, ce directeur général de l'enseignement scolaire, qui avait d'abord été recteur en Alsace, où il avait développé le bilinguisme français-allemand, puis recteur à l'Académie de Toulouse, où il avait développé l'enseignement bilingue, notamment français-occitan, mais notamment puisqu'il avait aussi développé l'initiation à tous et la sensibilisation généralisée. Cette circulaire donc, de 1999 qui est pionnière donnait notamment les mathématiques à enseigner en occitan. C'était donc une légitimation institutionnelle forte puisque dans l'esprit de beaucoup d'acteurs, de parents d'élèves, de la représentation que l'on a, les mathématiques, c'est un peu la discipline phare. Donc enseigner cette discipline phare dans une langue qui était encore, il y a peu de temps, considérée comme une langue minorée ou mineure dans l'éducation nationale, c'était finalement une volonté de la légitimer. Alors, la dernière circulaire date du 14 décembre 2021, et vous voyez dans votre écran qu'elle rappelle ce que nous savons, c'est-à-dire qu'avec l'enseignement bilingue, c'est la dernière phrase de cette diapo, la langue régionale n'est plus seulement la langue enseignée, mais elle devient aussi la langue d'enseignement d'autres disciplines, c'est le cas pour les mathématiques. À la diapo seguente, parce que l'on va voir qu'au-delà de la légitimation institutionnelle, il y a aussi une légitimation culturelle. Il se trouve qu'en langue occitane, beaucoup de choses ont pu être faites depuis pas mal de temps, et notamment dans un manuscrit qu'on appelle le manuscrit de Pamiers. Donc j'ai laissé ici l'URL où l'on peut retrouver l'intégralité de ce manuscrit de Pamiers, donc qui a été reconditionné de manière à ce que l'on puisse le lire de manière beaucoup plus formelle. On voit que dans ce manuscrit, en fait, c'est pour la première fois dans l'histoire des mathématiques, on a un nombre négatif qui est le résultat d'un problème. Un nombre négatif est donné comme résultat d'un problème. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit dans cette première diapositive au sujet de ce manuscrit de Pamiers? C'est qu'on voit qu'en fait, ce manuscrit nous donne à lire dans ce qu'on appelle l'algorithme les huit grandes questions de l'arithmétique, et notamment alors celle de la multiplication, de la division, de l'extraction d'une racine carrée, des nombres, des fractions, mais aussi, dans un premier temps, alors c'est peut-être la diapo suivante qui va le présenter, on voit en fait que dans un premier temps, on explique comment fonctionne le système décimal. Et ce système décimal qu'on appelle le système décimal positionnel, c'est Gerbert d'Aurillac. Alors Aurillac, c'est cette ville actuellement du Cantal, donc en Auvergne. Donc ce pape, que bien souvent on appelait le pape occitan, le pape de l'an 1000, qui le premier l'a installé dans la chrétienté. Ce pape Gerbert d'Aurillac, il l'a installé dans la chrétienté en prenant via le chiffre arabe de 0, qui lui-même venait d'une invention de l'Inde d'Asie, ce chiffre de telle sorte en fait que le système décimal a pu être donné. On le voit ici dans cette diapo, hein, on est toujours dans le manuscrit de Pamiers. Le chiffre en fait qui est donné, alors le chiffre veut dire 0, mais les chiffres de 0 à 9 sont en fait en fonction de leur position, sont nommés différemment. Et cette simple capacité à nommer différemment un chiffre en fonction de sa position va permettre en fait de rentrer dans l'abstraction du décompte et dans l'abstraction du calcul. Alors la diapo suivante, elle, ira un peu plus loin et va montrer que ce manuscrit de Pamiers arrivait à traiter dans une opération mathématique qui est donnée. Donc voilà, il s'agit en fait de 5 personnes, 5 hommes, qui veulent acheter une pièce de drap de telle manière que le premier demande aux autres la moitié de tout l'or et l'argent que les autres peuvent porter, avec donc un exercice un peu compliqué d'une seule pièce de drap, mais qui est divisé en autant de parts en fonction de ce que vaut, avec des sommes
des sommes fiduciaires qui sont différentes en termes de monnaie, en termes de coût de cette pièce. Donc on voit, on va dire, un problème mathématique qui est posé, et pour la première fois, dans la première fois de l'histoire des mathématiques, on a donc ici le résultat de ce problème qui est un nombre négatif. Donc on voit bien qu'il s'agit, au-delà d'un travail d'abac, c'est-à-dire d'un travail d'un support qui permet de manière pratique à des commerçants de pouvoir converser des sommes et de pouvoir traiter des problèmes mathématiques qui se résolvent en termes financiers. On voit ici, en 1430, que les mathématiques servent aussi à rentrer dans une abstraction totale, puisque l'on peut finalement avoir des nombres négatifs comme résultat d'un problème. On n'est pas seulement dans une capacité, on va dire, pragmatique d'échange et de commerce. Alors, dernière diapositive de légitimité culturelle, c'est la diapositive suivante. C'est, comme vous le connaissez peut-être, ce compendium de l'Abaco, c'est-à-dire ce texte imprimé qui est vraisemblablement le premier texte imprimé en Europe sur un sujet mathématique. C'est un texte, alors celui-là on peut le trouver si vous êtes intéressé sur Gallica, qui est le serveur de la Bibliothèque nationale de France, qui donne en fait ce document sur lequel Gallica, donc sur lequel je suis allé chercher cet exemple. Le compendium de l'Abaco a été imprimé, a été édité à Turin, en Italie. Son auteur, c'est Frances Pelous, c'est-à-dire un auteur qui était un commerçant et mathématicien de la ville de Nice. Et on a donc ici, dans un occitan provençal, mais un occitan dont on reconnaît la koiné, donc c'est-à-dire la koiné, la langue relativement formalisée sur l'ensemble des terres occitanes. Donc nous, à Toulouse, par exemple, on pourrait le lire, de même qu'on pourrait le lire à Poitiers, à Pau, à Bayonne ou à Montpellier. Donc pour la première fois, en Europe, nous avons un premier livre imprimé de mathématiques. Ce livre a été imprimé en occitan. Ce compendium de l'Abaco doit beaucoup au manuscrit de Pamiers que l'on a pu présenter précédemment. Alors, après avoir montré cette légitimité tout à la fois institutionnelle et culturelle, rappelant que les mathématiques sont un peu la discipline phare, la discipline en fait le lire, écrire, compter reste parmi ce sont les fondamentaux de l'éducation nationale, et on a donné cette partie des fondamentaux des mathématiques à la langue occitane. Alors comment ça va fonctionner concrètement dans une classe de bilingue français-occitan dans notre système d'éducation nationale? Alors la diapo suivante va montrer un exemple. Alors j'ai choisi un exemple de CM2. Alors pour les non-initiés, vous savez qu'on parle en termes de cycle désormais dans l'école de la République. Le cycle 1, ce sont les 3 années de la maternelle, donc petite section, moyenne section, grande section. Le cycle 2, c'est le cycle des apprentissages fondamentaux, puisque c'est au CP et au CE1 que l'on apprend le déchiffrage de l'écrit et le sens de cet écrit, ce qu'on appelle la littératie, puisque lire signifie tout à la fois déchiffrer des pattes de mouche, si j'ose dire, des formes de l'alphabet. Donc être alphabétisé, c'est la première partie de ce déchiffrage, de la lecture. Mais la seconde partie de la lecture, c'est au-delà du déchiffrage, c'est bien évidemment la littératie, c'est-à-dire la capacité à donner du sens à des formes écrites, des mots ou des éléments de phrases ou des libellés ou des textes entiers que l'on peut déchiffrer. On passe donc de l'alphabétisation à la littératie. Cela se fait au CP et au CE1, et cela se fait en 2 langues. Et notamment, cela se fait d'autant mieux que le français, s'il a un rapport complexe entre le graphème, c'est-à-dire l'unité de base d'un écrit qui va donner un phonème, donc ce rapport entre graphème et phonème sera complexe en langue française, puisqu'il y a 800 combinaisons entre l'ensemble des graphèmes et l'ensemble des phonèmes. En revanche, en langue occitane, il n'y a que 80 combinaisons. Autrement dit, le déchiffrage est compliqué, on pourrait dire 10 fois plus compliqué en langue française, puisque on n'écrit pas ce que l'on entend, on n'entend pas ce que l'on écrit, tandis qu'en occitan, on écrit ce que l'on entend, on entend ce que l'on écrit de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus aisée. Donc cet apprentissage fondamental du déchiffrage et de la littératie se fait beaucoup plus facilement, beaucoup plus fluidement grâce au bilinguisme et l'intégration des langues et des disciplines ici d'intégration de l'occitan et des mathématiques
aidera donc à pouvoir rentrer dans l'abstraction des contenus, ici des mathématiques, par une langue qui sera a priori beaucoup plus fluidement déchiffrée. Alors ici, on est au cycle 3. Cycle 2, c'est CP, CE1, CE2. Cycle 3, c'est CM1, CM2. Et on passe en sixième. Le cycle 4, c'est la cinquième, la quatrième, la troisième. Et puis, la dernière trilogie, c'est les 3 années de lycée, seconde, première, terminale. Donc ici, nous voici au cycle 3, en CM2, c'est la dernière année de cycle primaire. Et nous voici avec l'édition occitane d'un livre qui est à l'origine en français. Alors, vous avez ici le titre de cette diapositive, c'est la DNL. Alors, la DNL, c'est l'acronyme que le ministère de l'Éducation nationale, depuis très longtemps, a donné à cette intégration des disciplines et des langues. Or, cet acronyme signifie en français discipline non linguistique. En 2015, donc juste avant l'ancien ministre qui, depuis 5 ans, a été le ministre de l'Éducation nationale, qui ne l'est plus désormais, mais en 2015 donc, a été donné un nouveau programme qui a été pour part suivi par les 5 années dernières de ce dernier ministère. Et ce programme en 2015 a appelé cet acronyme DNL DNL. C'est-à-dire que ce n'est pas une discipline non linguistique, mais une discipline qui est dite non linguistique. Pourquoi ? Parce que cette discipline que l'on appelle non linguistique est en fait une discipline qui est hautement linguistique. Elle est notoirement linguistique, comme parfois on le dit avec un peu d'ironie ou d'humour, à l'ADEB, l'Association pour le développement de l'enseignement bilingue et plurilingue. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on apprend un contenu disciplinaire, et si on l'apprend, c'est qu'on ne le maîtrise pas, on n'en connaît pas les tenants et aboutissants, on l'apprend par une langue qui elle-même est une langue d'apprentissage. C'est exactement ce que l'on fait dans l'enseignement bilingue, français-occitan par exemple, c'est exactement ce que l'on fait dans les sections européennes ou les sections internationales, par exemple espagnole ou anglaise ou allemande ou italienne, ou etc. C'est-à-dire que cette discipline non linguistique est une discipline hautement linguistique, l'enseignement d'une matière qui intègre une langue étrangère. Alors dans le cas de l'occitan, on l'a compris, ce n'est pas une langue étrangère, même si elle est aussi une langue qui est officielle ou co-officielle en Espagne et en Italie, mais elle est malgré tout bien française, puisque culturellement présente sur 32 départements français, c'est-à-dire un tiers de l'ensemble géographique du périmètre politique de la République française. Le CLIL, c'est le Content Languages Integrated Learning, c'est-à-dire des contenus intégrés à des langues, et la ICLE, c'est l'acronyme italien espagnol, mais de plus en plus français, c'est et catalan, l'apprentissage intégré d'un contenu et d'une langue. C'est exactement ce que l'on fait. Alors ici, vous avez donc un extrait d'un manuel scolaire qui était traduit en occitan. Est-ce que c'est la peine de le traduire? Donc vous voyez en fait 3 personnages qui s'appellent Logic, Figurino et Milio. Ces 3 personnages lisent chacun d'entre eux un livre avec des couleurs différentes. Ce livre, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, mais a un nombre de pages toujours distinct, 50 pages pour Logic, 150 pour Figurine et 100 pour Millia. Et en même temps, ce livre a un nombre de pages illustrées toujours différent, 25 pages pour Logic, 90 pour Figurino et 42 pour Millia. On est ici dans une situation de recherche, cerca, recherche. Et la question est, mai illustrat ou mens illustrat? C'est-à-dire, est-ce que de ces 3 livres, lequel est le plus illustré, lequel est le moins illustré? Donné à cet exercice, c'est la suivante. Logic, Figurino et Milio encadun un libre, cal allo libre mai illustrat, cal allo libre mens illustrat. Alors, j'étais présent lors de la mise en place de cette situation de problème avec cette consigne qui a été donnée à des élèves de CM2 en autonomie. La maîtresse donc bilingue a dit en occitan ce que je viens de vous dire. Elle a donné à ses élèves cette consigne avec ce support et leur a dit voilà, je vous laisse un quart d'heure pour que vous me disiez lequel de ces 3 personnages a le livre le plus illustré, lequel a le livre le moins illustré et comment vous le savez. Dans cette école Pays des Goudouli à Toulouse. Et donc, j'étais présent, je me suis dit, bon, voilà, ces élèves vont travailler. Et ces élèves, en fait, en 3 secondes, ont dit, mais maestro, abbiamo acabato. Lu libre mai illustrate lude figurine, lu libre mens illustrate lude logic. Bien, ben, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, s'est servi de cette excellente traduction, n'était pas si excellent que cela. Et la maîtresse, lorsqu'elle présente donc cet exercice venu d'un bouquin de maths fait par des mathématiciens français pour des élèves français,
la traduction est faite non pas par la maîtresse, mais par le CAPOC, hein, l'office officiel de traduction. Mais les élèves se sont rendus compte en fait qu'il y avait dans la consigne un souci. Et finalement, se sont rendus compte que la consigne, c'est-à-dire en fait la langue occitane, elle ne pose ici aucun problème. Et ne posant aucun problème, eh bien, il n'y avait aucun problème de mathématiques. Le problème de mathématiques, par contre, était très vite résolu. Alors, je ne vois plus la diapo en plein écran, mais je ne sais pas si c'est bien grave. Le problème était vite résolu. En revanche, le vrai problème de mathématiques, c'était qu'on ne pouvait pas répondre à la question plus illustrée ou moins illustrée de manière si simple. Il fallait d'abord, finalement, bien décrire la situation. Et finalement, c'était un travail de langue qui a permis d'aller au fond du travail de mathématiques. C'est un peu ça que je veux mettre en exergue, c'est qu'on ne peut pas accéder au contenu du savoir disciplinaire si on n'a pas épuisé jusqu'au bout la forme de la langue qui porte ce contenu de savoir disciplinaire. Alors, je ne sais pas si nos invités voient le diaporama, parce que moi je ne le vois plus, mais je ne sais pas si c'est normal ou grave. En fait, en revenant sur ce diaporama, si on peut le voir en grand peut-être, on s'apercevrait que ce qui manquait dans la consigne, c'était de bien se rendre compte que chacun des trois personnages, des petits personnages, la figurine, Logo et Milly, sont trois personnages différents et chacun avait un livre différent. On ne peut pas comparer des choses différentes et donc il fallait trouver une unité de comparaison. Cette unité, ben, c'est l'unité, c'est le pourcentage. Il fallait remettre en fait sur 100, trouver une unité de comparaison ou remettre sur 100 le nombre de pages au total et le nombre de pages illustrées. Alors, la diapo suivante, si on peut la mettre, Marie, s'il est... Oui, alors moi, on me dit que les personnes voient toujours le diaporama comme tout à l'heure, donc je ne pense Ah, pas mais c'est parfait. pouvoir vous aider si vous le Non, non, voyez c'est pas. bon, c'est Très bon. bien, d'accord. Alors, tout va bien, voilà. Super, Excusez-moi encore. pas de problème. En fait, dans cette petite diapo, on voit qu'il y a une différence entre enseigner et apprendre. Alors, j'espère que ce ne sera pas trop pédant, là, ce que je vais raconter, mais ce que vous voyez, en fait, la petite représentation que vous voyez là, ce n'est pas du tout moi qui l'ai inventé, c'est Ferdinand de Saussure, donc ce linguiste suisse, hein, qui est mort en 1913, et dont on a tiré, dont ses collègues et disciples et amis ont tiré ce qu'on appelle les cours de linguistique générale, qui ont mis en place en fait la linguistique, c'est-à-dire la capacité à comprendre comment fonctionne toute langue, quelle que soit la langue. Toute langue fonctionne de la même manière. Lorsque l'on parle, lorsque l'on entend, lorsque l'on écrit, lorsque l'on lit, on est face à des signes linguistiques, soit à l'oral, soit à l'écrit, il faut les déchiffrer et il faut leur donner du sens. Or, ces signes ne sont que des signes. Ces signes linguistiques sont bifaces et on ne peut pas séparer une face de l'autre. Les deux faces sont les suivantes. Ce que Saussure a appelé le signifiant, ce qu'on pourrait appeler la forme, et ce que Saussure appelle le signifié, c'est la seconde partie c'est la seconde face en fait de ce signe linguistique, ce que nous pourrions appeler le sens ou le contenu ou la notion ou le concept, le savoir à apprendre. Alors, je vais peut-être déformer cette linguistique, mais je vais la tirer finalement à ma démonstration. Quand une maître est face à sa classe, en uscita parlo sicuramente une langue che vedevo espace comprensible ou appreso ou mestreggiato per tuttes. C'est-à-dire que la forme linguistique qui est donnée, c'est un signal linguistique à l'oral, il peut être aussi lu et déchiffré à l'écrit, mais peut-être qu'il n'est pas totalement maîtrisé par les apprenants c'est-à-dire les élèves, hein, et de fait, s'ils n'ont pas totalement maîtrisé ou déchiffré ce signal linguistique, eh bien de fait, ils ne rentreront pas dans le signifié, dans le sens qui est porté par ce signifiant. Or, le maître, lui, maîtrise tout à la fois, c'est un maître, donc il maîtrise tout à la fois le contenu de sa classe, de son cours, de son énoncé, et tout à la fois, bien sûr, il maîtrise la langue qu'il prononce, qu'il parle. En revanche, les apprenants, eux, ne maîtrisent, c'est logique, c'est ceux-là qui sont à l'école, ni le signifié, ni bien souvent le signifiant. Ça peut être le cas aussi en français. Mais en français, quand on est en monolinguisme, les maîtres savent malgré tout, sauf si les élèves sont des élèves qu'on appelle allophones, c'est-à-dire des élèves nouveaux arrivants qui ont une ou des langues de famille ou d'environnement
qui ne sont pas les langues de l'apprentissage, les langues de scolarisation, mais si ce ne sont pas des élèves allophones, ben, ce sont des élèves parlant français. Des élèves de première, seconde, troisième, millième génération sont des élèves qui, dans tous les cas, sont baignés dans un univers francophone et français. Il n'y a aucun souci pour eux, a priori, pour rentrer dans le français. D'ailleurs, bien souvent, ils comprennent tout. Et lorsque l'on demande de répéter s'ils ont été un peu, comment dirais-je, absents dans l'écoute, bien souvent, ils ont la bonne stratégie consistant à savoir répéter exactement à l'identique la consigne ou ce qui a été dit par le maître. Autrement dit, le maître ne peut pas se rendre compte que ses élèves n'ont pas de problème de signifier, puisqu'ils n'ont pas de problème de signifiant. Dans l'enseignement bilingue, nous sommes ici, et c'est pour ça, sans doute que l'enseignement bilingue est un enseignement si j'ose dire, rentable, et en tout cas si efficace et si dynamique, c'est que l'élève va bloquer à partir du moment où le signifiant lui est opaque, et donc l'élève ne rentrera pas dans le signifié à partir du moment où le signifiant lui est opaque. Et comment le maître s'en rendra-t-il compte? Tout simplement en lui demandant de reformuler, d'expliciter, de reprendre ou de répondre à la question, de lire à l'écrit, de reprendre la question à l'oral, bref, de valider la compréhension du signifiant. La différence entre enseigner et apprendre, c'est que l'enseignant, le maître, lui, il maîtrise tout à la fois signifié et signifiant. L'apprenant est là pour s'approprier signifiant et signifié et, si possible, les maîtriser. Alors, la diapo suivante nous montre l'importance fondamentale de ce qu'on appellera le référent et de ce qu'on appellera la littératie. Alors, j'ai souligné dans cette première diapo ce qu'on appelle le référent. Dans la diapo suivante, que Marie mettra tout à l'heure à l'écran pour vous, on soulignera ce qu'est la littératie. Le référent, c'est aussi un mot qui a été inventé, ou en tout cas qui a été utilisé par Ferdinand de Saussure. Le référent, c'est tout simplement, si j'ose dire, la chose dont on parle. Par exemple, si je dis à des élèves de cycle 1, de petite section de maternelle, Marie, setote sur la question canière. Bon, Marie, ça fait quelques mois qu'elle est en classe bilingue. Marie sait parfaitement qu'il faut qu'elle s'assoie sur cette chaise. Marie, setote sur la question canière. Si je montre cette chaise, Marie sait précisément que c'est sur cette chaise qu'il faut s'asseoir. Si je dis à Marie, par exemple, Marie, peux-tu jeter ce dé? En occitan, Marie, prenda queste date et jettolo. Et puis, conto c'était pas los punts qu'il y a sur la fascia que vezes. Marie dira une dus. Quand des punts à scontat, et contat 12 punts. Voilà ce que dira Marie, 4 ans, en petite section de maternelle. Ici, c'est facile parce qu'en fait, la langue, qu'elle soit occitane, qu'elle soit basque, qu'elle soit russe, arabe ou française, dans une classe monolingue française, la langue dit les choses qui sont devant l'élève. C'est ce qu'on appelle la compétence de communication. La compétence de communication sert en fait à dire ce que le référent, ce qui est présent. Donc Marie, lève-toi, lève la main droite, Marie, prends ton stylo bleu et colorie en bleu le chapeau du clown. Voilà tout ce que l'on peut faire en maternelle. Donc on met en place une langue qui est une langue qui dit les choses qui sont présentes. Bien, et en mathématiques, nous faisons la même chose, en géométrie, en algèbre, nous faisons exactement la même chose en cycle 1 et évidemment au cycle 2. Mais les mots que j'emploie ne sont que des mots. Et ces mots ne prennent une signification réelle que si l'on comprend le référent concret que ces mots désignent. Cette phrase, je traduis en occitan, c'est Tullio de Mauro, qui est un linguiste. D'ailleurs, c'est lui qui a fait l'édition des cours de linguistique générale que l'on lit en France et en français. Il a été d'ailleurs ministre de l'Éducation nationale en Italie un court moment avant d'être balayé par la dizaine d'années de Berlusconi. Qui finalement a mis en place, lui, un enseignement qui n'avait rien à voir avec ce que mettait en place Tullio de Mauro et la politique italienne de ce moment-là, c'est-à-dire une politique qui était de monolinguisme et de seule langue étrangère qui était l'anglais. C'était impresa, internet et inglese. C'est un petit peu ce que l'on a pu avoir pendant 5 ans sous le gouvernement précédent, qui a donc totalement cassé toute possibilité de bilinguisme et de plurilinguisme et de cette finesse didactique qui consiste, dans un premier temps, à travailler sur un référent pour mettre en place les fondamentaux d'une langue ou des langues, c'est le cas pour le bilinguisme français-occitan, qui disent exactement les choses que l'on peut manipuler. À partir de là, le référent est donc absolument essentiel. Le référent, c'est donc ce qui permettra de manipuler, de montrer ce dont on parle. La littératie,
La littératie, c'est en revanche l'aptitude à comprendre ou à utiliser les formes du langage écrit que requiert la société ou qui sont importantes pour l'individu. Je n'ai pas traduit cette définition qui était sur la diapo précédente, mais on peut rester sur la diapo que Marie a mise en place, il n'y a aucun souci, restons-y. Cette citation est une citation d'un groupe de recherche international qui s'appelle PIRST, un programme international de recherche sur la littératie scolaire et qui travaille depuis désormais 20 et quelques années, de 5 ans en 5 ans, et qui fait un sondage sur une quarantaine de systèmes éducatifs mondiaux, dont 24 systèmes éducatifs européens. Et le dernier programme international de recherche sur la littératie scolaire, celui qui a paru en 2021, notre ministre n'en a pas donné les résultats. Et donc, l'avant-dernier programme sur lequel nous avons des résultats, c'est le programme de 2016. Et ces programmes de 2016 montrent que les élèves français de CM1, puisque ce programme travaille sur des élèves monolingues de 24 pays européens, 40 dans le monde, mais 24 pays européens qui travaillent sur leur langue de scolarisation. Donc, au bout de 4 ans de travail sur cette langue de scolarisation pour savoir et valider leurs compétences de compréhension sur des textes, soit des textes en langue de scolarisation, des textes de français, soit des textes qui, en français, parlent d'éléments documentaires scientifiques ou par exemple mathématiques, et ces élèves français sont 22e sur 24 à l'échelle européenne. Donc on comprend pourquoi notre ancien ministre n'a pas souhaité montrer les résultats du programme 5 ans après, donc les programmes de 2021, parce que vraisemblablement, il n'était pas meilleur que ceux de 2016, ou en tout cas pas aussi bons qu'ils auraient dû l'être. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, la littératie, c'est quoi ? La littératie, c'est donc l'aptitude à comprendre et à utiliser les formes du langage écrit, soit que requiert la société, soit qui sont importants ou utiles pour l'individu. C'est-à-dire des formes de langage écrit qui directement parlent aux individus. Pas des choses abstraites, mais des choses qui, au début, sont des choses qui parlent parce qu'elles sont concrètes. Elles parlent de choses concrètes. Et la diapo qu'a mise en place Marie, et que vous voyez sous vos yeux, sont des exemples de consignes que les professeurs des écoles bilingues français-occitan inventent au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'ils donnent des exercices où l'outil mathématique ou l'abstraction mathématique est requise, où elle est travaillée, où il faut aller vers cette abstraction mathématique, mais à partir de consignes ou d'énoncés qui sont des énoncés totalement référentiels qui parlent. Par exemple, le petit énoncé que vous voyez tout à fait à la fin, c'est à Espalion, en Aveyron. La maîtresse en CE2 a pris en fait un toponyme connu de tous les élèves, et à partir de ce toponyme, alors il s'appelle Franck, il pourrait s'appeler avec un autre prénom, mais peu importe, Franck tous les jours fait tant de mètres ou de kilomètres sur ce lieu que connaissent tous les élèves, et donc les élèves travaillent sur des éléments qui leur sont connus socialement, familialement ou familièrement, et c'est grâce à cela, grâce à cette littératie, à ce travail de référent, que les élèves, notamment bilingues, entrent mieux dans les savoirs qui sont des savoirs absolument abstraits. Alors, la diapo suivante. Pardon, juste, il nous reste 5 à 10 minutes pour... Oui, bien voilà. on va Non, arriver, non, je c'était pense. juste pour vous signaler. Oui, très bien. La diapo suivante, en fait, montre comment il y a une réorganisation dans la didactique du bilinguisme. En fait, on retrouve le même schéma que précédemment, mais ici, on a mis le référent en premier. Et si l'enseignant, le bon enseignant, évidemment, qui maîtrise et qui vise le savoir, parce que c'est finalement pour ça qu'il est requis, cet enseignant, il est là pour transmettre un savoir à ses élèves. Mais l'enseignant, s'il vise en premier ce signifié, ce très bon enseignant sera finalement un mauvais enseignant. Pour que cet enseignant soit un excellent enseignant, comme le sont, nous l'espérons, nos enseignants bilingues français-occitan, il faut qu'ils se rendent compte que ce qui est prioritaire, non pas pour eux, mais pour leurs élèves, parce que la priorité pour eux, bien sûr, de transmettre un savoir, mais surtout de faire s'approprier ce savoir, c'est-à-dire que la première des priorités, c'est que ces élèves soient en action, en activité, en manipulation sur le référent. Or, ces élèves en manipulation sur le référent vont devoir verbaliser ce référent. C'est-à-dire que la priorité pour s'approprier un savoir abstrait, c'est d'abord savoir en parler. Et c'est cela la clé de la réussite du bilinguisme, notamment français-occitan.
La diapo suivante mettra en place ces 3 compétences langagières. La première compétence, c'est la compétence de communication, c'est celle qui fait un lien entre le référent et le signifiant. A quoi è uno taulo? A quoi è un cadierro? A quoi è un cadierro blavo? A quoi è un cadierro verde? A quoi è la cifra dus? A quoi è un dat? A quoi è l'ansaludat? Se l'ansaludat, veuràs que l'udat se va arrestar, se va arrestar sur la taula. E dunque leggerà sulla fascia che podes vedere veure le nombre de punts que hi ha sur le dat. E donc, podés comptar el nombre de punts. E donc, podés avançar l'objectiu sur le joc de l'auco de tant de casos comme de punts sur la... Bon, vous avez compris que c'est parce qu'il y a cette compétence de communication que peu à peu, je peux arriver d'un schéma simple à un schéma de plus en plus complexe, un énoncé simple, de mot à mot, puis un énoncé de plus en plus complexe qui permettra aux élèves de pouvoir, en occitan, se débrouiller sur des choses qu'ils peuvent manipuler pour ensuite accéder à l'abstraction. La troisième, si j'ose dire, compétence communicative, c'est la compétence justement cognitive, celle qui permet à un maître d'école bilingue, qui parle occitan, qui peut parler aussi français la moitié du temps, mais qui parle de manière immersive 50% du temps scolaire en occitan à ses élèves, qui peut, à partir d'un énoncé, faire entrer ses élèves à une abstraction donnée. Et puis, la compétence intermédiaire, c'est la compétence qu'on appelle compétence textuelle. Cette compétence textuelle, c'est la compétence qui est fondamentale et qui bien souvent n'est pas vue par les maîtres monolingues et parfois par certains maîtres bilingues. C'est une compétence en fait qui permet de développer encore davantage la langue, ici la langue occitane, en lisant des textes beaucoup plus épais. Des contes, des légendes, des romans, de la poésie, alors que dans l'enseignement bilingue, comme vous le savez, la moitié du temps est requis pour des contenus disciplinaires, mathématiques, sciences, technologie, éducation physique et sportive, éducation musicale, éducation artistique. Parfois, on fait aussi de l'anglais ou de l'espagnol. Alors, on le fait en anglais ou en espagnol, mais avec des consignes qui sont données en occitan. Bref, il n'y a que très, très peu de temps pour la langue, la langue occitane qui est en immersion de langue occitane, qui parlerait de contes, de légendes, de textes, de romans, alors de romans d'albums, de romans de jeunesse, mais aussi des romans plus épais qui sont les romans de notre littérature occitane. Cette compétence textuelle est essentielle parce que c'est là que l'on va trouver la langue occitane, la langue culturelle occitane, la langue en fait qui est celle dont on se sert en classe. Il ne faudrait pas que le bilinguisme français-occitan soit un bilinguisme qui apprenne à nos élèves à être les meilleurs en mathématiques ou en sciences, mais à ne pas pouvoir parler la langue occitane, qui est une langue aussi culturelle, une langue sociale. Je crois qu'on a plus ou moins fini. Et la prochaine diapositive est une diapositive qui, je crois, parle de l'évaluation. Prochaine diapositive, voilà. Alors, c'est une diapositive qui prend un tableau assez ancien, un tableau même assez vieux, des années 99-2000, je crois, qui était un tableau fait par des collègues de l'enseignement bilingue français-basque et qui montrait comment, à l'époque, les évaluations des élèves de classe bilingue français-basque étaient comparées à des élèves de classe monolingue des mêmes écoles et comparées également aux résultats nationaux. Et donc, on voyait que ces élèves du bilinguisme français et langue de France avaient des résultats en français meilleurs que les élèves monolingues, alors qu'ils avaient 2 fois moins de temps de fréquentation de la langue scolaire française que les élèves monolingues. Et ce même tableau montrait que les élèves bilingues avaient des résultats supérieurs, ou toujours supérieurs, même si c'est sensiblement supérieur et parfois largement supérieur aux élèves monolingues des mêmes écoles, hein, donc c'est parfois des frères et des sœurs, des voisins, enfin bref, c'est le même environnement social ou socio-professionnel des parents et socio-culturel du secteur scolaire, alors qu'ils faisaient les mathématiques dans une langue qui n'était pas la langue française. Et la dernière diapo peut intervenir. En fait, l'intérêt de cet enseignement bilingue et notamment de l'enseignement disciplinaire mathématique en français, c'est qu'il met en place auprès de tous les acteurs, directeurs et directrices d'école, professeurs et professeurs des écoles occitanes, en langue occitane ou en langue française, évidemment parents d'élèves, inspecteurs et inspectrices, mais évidemment et surtout les professeurs et les élèves. Tout le monde sait le contrat, et le contrat, c'est que
on ne peut pas accéder, s'approprier, maîtriser les contenus, et les contenus notamment de l'abstraction géométrique ou de l'abstraction algébrique, mathématique, discipline phare dans les fondamentaux de l'éducation nationale française, si l'on ne peut pas s'approprier la langue de scolarisation. Ou plutôt, devrais-je dire, les langues de scolarisation, puisque dans le bilinguisme, il ne s'agit pas de mettre deux langues de manière étanche, mais bien d'intégrer les deux grandes langues de scolarisation, l'occitan et le français, parfois en intégrant d'ailleurs les langues des familles. C'est ce qui se passe par exemple à l'école Pays des Goudouli de Toulouse, où il y a des biographies langagières très riches de ces classes, puisque nous trouvons des élèves de familles turques ou arabes ou espagnoles, ou parfois russes ou parfois italiennes, avec cette intégration de langue se fait avec l'intégration des contenus disciplinaires. Voilà, donc à quoi ça sert d'apprendre les mathématiques en occitan? Ça sert d'apprendre différemment, peut-être mieux, en tout cas c'est ce que nous montraient ces dernières évaluations que reprenait d'ailleurs la circulaire de 2017, hein, qui souhaitait développer davantage dans l'éducation nationale. C'était en 2017, juste avant que les 5 années que nous venons de passer, développer davantage le bilinguisme français-langue de France, puisque les évaluations montraient des résultats finalement bons, très bons, voire meilleurs. On sait pourquoi, parce qu'en fait, cette intégration des langues et des disciplines, encore une fois, nous impose de parfaitement nous approprier les langues pour pouvoir nous approprier les contenus. J'en ai fini. Merci pla et encara desenthusasme per nous imbuls qu'avem pogut haver. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Alors je crois que j'ai arrêté, oui, le partage d'écran. Merci beaucoup, monsieur Scudé, c'était vraiment très, très intéressant. Alors j'ai écrit dans le chat, hein, mais n'hésitez pas, les personnes qui assistent au webinaire à poser vos questions. Pour le moment, je crois qu'il y en a pas, mais je m'en suis noté 1 ou 2, donc parce que moi aussi ça m'intéresse, de poser des questions. Bon, beh, je vais peut-être commencer. Donc là, on a parlé principalement de ah, alors attendez, une question vient d'arriver, donc on nous dit: «Merci pour cet exposé très intéressant. Vous avez argumenté pour l'enseignement bilingue des maths, pour leur apprentissage, mais finalement, y a-t-il une des spécificités de l'occitan pour les maths?» Ben, alors c'est un petit peu là où j'allais. Moi, j'allais poser la question en fait, de savoir s'il y a des spécificités du coup en fonction des langues ou est-ce que chaque langue apporte, quelque chose, de différent? Vous avez parlé notamment des rapports, phonème-graphème, l'occitan est très pratique pour ça. Il y a des langues qui le sont moins. Si on fait des maths en anglais, on perd complètement cette dimension-là, par exemple. Donc voilà, peut-être que bref, Oui, vous avez raison, Marie. Alors d'abord, merci pour cette question. C'est la question de base, sans doute, hein. C'est-à-dire qu'apprendre en deux langues différentes un même contenu permet d'avoir deux points de vue distincts, puisque nous avons deux langues distinctes qui vont finalement, dans ce principe de la langue de communication, avoir des signifiants différents pour un signifié commun. Et les signifiants étant différents, peut-être que le signifié ne sera pas si commun que cela, mais le signifié sera plus riche. C'est-à-dire que le signifié sera plus complexe, sera plus épais, si j'ose dire. Alors, concernant le français et l'occitan, comme vous le savez, ce sont deux langues sœurs, jumelles, même si l'une est un peu le masque de fer de l'autre, mais ces deux langues sœurs et jumelles sont deux langues romanes très proches. Or, par exemple, la numération dans toutes nos langues romanes est la même. Alors, sauf qu'en français, on dit 70 et 90, alors qu'en français de Belgique, en français de Suisse, en français du Canada, on dira 70, 80, 90, exactement comme en occitan, comme en catalan, comme en portugais, comme en corse, comme en galicien, bref, comme dans toutes les langues romanes. Donc, le français a une petite différence par rapport à l'ensemble des langues romanes sur cet aspect-là de la numération. En revanche, les langues sont si proches qu'il n'y a pas finalement de distinction forte dans la façon de dire, de formuler, de formaliser des abstractions. Ce serait le cas, par exemple, en allemand. En allemand, un triangle, c'est le triangle. Par contre, le quadrilatère, c'est un quatre angles. Et le fait de dire quadrilatère, quatre angles est intéressant. Parce que nous, en français, ou nous, en occitan, ou nous, en espagnol, ou nous, finalement, beaucoup de langues romanes et beaucoup de langues du monde, alors sachant que les langues romanes sont les langues les plus parlées dans le monde, hein. Elles se parlent sur les 5 continents. Les Chinois sont très nombreux, mais ils parlent chinois entre eux. Apprendre le chinois est un petit peu compliqué. En revanche, les langues romanes sont des langues largement apprenables, facilement apprenables, et sont des langues, finalement, à peu de choses près, moins parlé à quelques centaines de millions près que le mandarin, même si le mandarin est une des langues parlées par les Chinois, et peut-être finalement si le mandarin est une des langues parlées par les Chinois, les langues romanes sont les langues sans doute les plus parlées dans le monde et sans doute aussi davantage que l'anglais. Donc les langues romanes emploient dans leur
leur stock langagier, leur lexique mathématique, des mots qui viennent soit du grec, comme pour l'anglais et l'allemand, soit pour beaucoup du latin. Par exemple, lorsque nous sommes dans des formes géométriques, on parlera grec quand on dira le triangle, on parlera gréco-latin quand on dira le triangle, et quand on parlera de pentagone, par exemple, là on est vraiment dans du grec, dans des polygones ou dans des pentagones. En revanche, on parlera dans ces mêmes pentagones de quadrilatère, et là on reviendra au latin. Mais si en occitan, le mot de quadrilatère, qui se dit quadrilatère, comme quadrilatère il y a en espagnol, donc il n'y a pas forcément de complication, de complexité de l'occitan par rapport à l'espagnol ou par rapport au français. Mais si le mot de quadrilatère qui se dit en occitan, donc quadrilatère, se dit de la même manière qu'en français finalement, le professeur d'occitan, lui, pourra dire que dans quadrilatère, on retrouve el lado espagnol, on retrouve le triangle équilatéral qu'on avait déjà vu. Et équilatéral, ça veut dire finalement de même. Et latéral, ça veut dire, comme au foot, un latéral, c'est celui qui fait l'essuie-glace le long de la touche. Bon, voilà, comme on fait de la littératie avec des élèves, on parle de choses que les élèves, notamment garçons, filles aussi, peuvent mieux maîtriser, mais équilatéral signifiera de même longueur. Et donc c'est souvent en occitan, parce qu'on a le réflexe d'essayer d'expliciter par la littératie et par le référent ce que signifient les mots, c'est souvent en occitan que l'on voit les maîtres dire que, par exemple, un triangle isocèle, ils diront que, en grec, iso signifie de même longueur et skeltom en grec signifie la jambe. Donc c'est un triangle qui a deux jambes de même longueur. Ah ouais, mais dans un triangle, il y a trois jambes finalement. Oui, mais il n'y a que deux de même longueur. Alors, triangle équilatéral, par contre, il y a trois jambes. Trois jambes. Et à votre avis, tout ça en occitan, différence entre isocèle et équilatéral. Donc, c'est vrai que, pour répondre à la question de notre invité, il n'y a pas de grande différence en mathématiques, puisque le stock lexical qui sert à faire qui nourrit l'abstraction mathématique ou la démonstration mathématique est bien souvent le même. Il y aura peut-être dans la numération cette différence avec setanto, utanto, uchanto et nunanto. C'est peut-être l'unique petite différence, mais il n'y aura pas, à ma connaissance, de grande différence dans le stock langagier qui sert à manipuler ou à décrire les éléments qui nourrissent l'abstraction mathématique. En revanche, la façon de travailler la langue, ce lexique mathématique sera totalement différente entre le professeur d'occitan et le professeur de français, pour lequel, en fait, il n'y a pas d'énigme ou d'obstacle dans les mots. En revanche, la distance entre deux langues, alors la distance maximale entre le basque et le français, par exemple, basque et occitan, peut-être un peu moins, parce que vous le savez, 30% du stock lexical basque provient des langues romanes, notamment l'occitan, un peu aussi l'espagnol et beaucoup moins le français, mais notamment l'occitan, puisque c'est en occitan que les forts du Pays basque ont été rédigés jusqu'à des années 1500, je crois. Donc c'était en béarnais que les forts politiques, les textes législatifs basques étaient rédigés. Donc la langue de pouvoir était finalement, pour un peu, était en occitan pour une partie des régions historiques basques. En revanche, cette distance lexicale, en fait, elle n'existe pas entre les deux langues français et occitan, mais il existe une distance institutionnelle, parfois une distance de représentation. Et le fait d'avoir cette distance de représentation permet à des élèves de reconquérir le sens d'un mot en français, parce qu'ils ont fait la triangulation, ils ont fait le pas de côté d'aller en occitan. Et par exemple, certains élèves diront quadrilatère. Qu'est-ce qu'un quadrilatère? C'est un quadrilatère. Ah d'accord. Et le simple fait de dire, en français c'est un quadrilatère. Ah d'accord, sécurise les élèves sur un mot qui n'est pas plus compris en français qu'en occitan, mais comme il est français, devient un mot qui, a priori, ne pose pas de problème d'insécurité langagière. Alors qu'il en pose un. Il n'en pose pas parce qu'il est français, mais il en pose un parce que son signifié est un signifié opaque. Alors j'espère avoir pas été trop long pour cette question, par ailleurs fondamentale. Non, c'était super intéressant. D'ailleurs, moi, je posais aussi cette question par rapport, alors j'ai un peu oublié pardon, le vocabulaire, que j'avais appris à propos des différents types de bilinguisme, mais j'ai souvenir qu'il y avait des catégories avec le bilinguisme coordonné, notamment des choses comme ça. Et je parlais aussi par rapport à mon expérience personnelle, du fait que moi, j'ai été dans un lycée, international américain, donc j'ai construit mon bilinguisme, en fait, avec des DNL en anglais. Et c'est vrai que là, du coup, on construit un bilinguisme où les signifiants
donc signifiants différents pour signifier généralement pas tout à fait équivalent, moins qu'en occitan comme vous le dites et c'est vrai que ça mène par exemple au fait que je parle très bien français, très bien anglais, mais par exemple entre les 2 parfois c'est compliqué de passer de l'un à l'autre ou conceptuellement en fait finalement. Là où finalement comme vous dites qu'en occitan, on a cet avantage qu'en fait ce qu'on construit en occitan est peut-être plus transparent, ou plus direct en français? Oui, les deux champs lexicaux, les deux stocks lexicaux étant finalement moins distants, il y a moins de distance avec les signifiés. Après, les signifiés auront peut-être des environnements culturels distincts. Alors pour les mathématiques, ce n'est pas le cas, mais pour l'histoire, la géographie, ça peut être vraiment le cas. D'accord. Alors, je crois qu'on n'a plus de questions. Ah, alors si, une question qui vient d'arriver. Et est-ce que pour l'apprentissage de certains concepts mathématiques en bilinguisme, par exemple français-occitan, alors pardon, est-ce que sur l'apprentissage de certains concepts mathématiques en bilinguisme pourrait aussi poser des difficultés nouvelles? Alors, à mon modeste point de vue et avec ma modeste expérience, bon, qui est une vingtaine d'années, mais c'est vrai sur des classes petites, hein, de cycle 1 à CM2, il n'y a pas de difficultés nouvelles. Et encore une fois, l'opacité d'un concept mathématique ou d'une notion mathématique, alors qui est celle d'un niveau de maternelle à CM2, hein, même s'il n'y a pas de programme de mathématiques au cycle 1, vous le savez, mais il y a quand même des manipulations de chiffres, on rentre dans la numération. Bon. Il n'y a pas de difficulté nouvelle, mais on se rend bien compte que la difficulté, et peut-être que ce qui est nouveau, c'est que l'on fait apparaître que la difficulté en mathématiques n'est pas une difficulté de conceptualisation, mais une difficulté d'appropriation des formes langagières qui servent finalement à s'approprier les contenus. Et c'est peut-être grâce au bilinguisme que l'on se rend compte de cela. C'est-à-dire que jamais un enseignant bilingue dira « tu es mauvais en maths ». Il ne pourra pas le dire. Il dira « mais tu n'as pas compris, tu n'as pas écouté, éventuellement, il n'a pas été attentif, tu n'as pas été assez concentré sur… mais il ne pourra jamais dire « tu es mauvais en maths » comme on peut parfois l'entendre dire, ou comme certains d'entre vous, nous, avons pu l'entendre, parce que cela n'a pas de sens. On n'est pas mauvais en mathématiques, on n'est pas rentré dans le signifié ou dans l'abstraction mathématique, attention jusqu'au niveau CM2, hein, je ne dis pas qu'après l'abstraction soit plus épaisse et donc que l'on ne puisse pas la désopacifier aussi facilement. Donc je n'ai jamais entendu un maître, dans mes 20 ans d'expérience de visite de classe, maître bilingue dire à ses élèves tu es vraiment trop nul en maths ou tu es mauvais en maths. Par contre, j'ai entendu dire tu n'es pas attentif, tu n'es pas concentré, tu vas reprendre, tu vas relire, bref, on va clarifier le signifiant de manière à désopacifier le signifié. Je crois que la clé est ici. C'est parce que l'on a clarifié le signifiant, et on a pu clarifier le signifiant parce que l'on s'est rendu compte que par contrat, le signifiant n'était pas a priori clair. Il fallait dans tous les cas le clarifier. Il fallait le clarifier parce qu'on emploie par exemple des mots nouveaux, des concepts qui ont des mots nouveaux, pour accéder à des savoirs qui sont des savoirs nouveaux qu'il faut s'approprier. Donc je crois que la clé du bilinguisme est ici. On sait que le signifiant n'est pas clair, donc il faut le clarifier. Or, on ne peut pas accéder au signifié si le signifiant n'est pas clair. Donc on va désopacifier le signifié parce que l'on va clarifier le signifiant. Or, ce signifiant, il est finalement semi-opaque parce que le français et l'occitan sont deux langues qui sont relativement proches. Proches, certes, mais plus faciles, si j'ose dire, c'est un mot que je n'aime pas trop employer, mais plus facile, si j'ose dire, dans ce qui est absolument fondamental à partir de la grande section de maternelle et surtout au CP et puis surtout au CE1, si on ne veut pas rentrer dans ces 10%, on a actuellement en France, au CM1, on le sait, 10% d'élèves illettrés. C'est-à-dire des élèves qui peuvent déchiffrer une question. Merci pour cet exposé très intéressant. Voilà, donc on peut déchiffrer. Que veut dire intéressant? Que veut dire exposé? Je ne sais pas. Donc il y a 10% d'élèves au CM1 qui sont illettrés. Il y a 10% d'élèves à 18 ans, 10% de jeunes, pardon, ce ne sont pas des élèves, 10% d'élèves, souvent des décrocheurs, 10% de jeunes adultes à 18 ans, qui sont d'ailleurs par ailleurs en âge de voter, en état de voter, qui sont illettrés. La journée de la citoyenneté montre qu'il y a 10%, ce sont évidemment ces mêmes élèves qui du CM1, 12 ans à 18 ans, n'ont pas appris finalement à rentrer dans ce qu'on appelle la littératie, c'est-à-dire à donner du sens aux énoncés qu'ils peuvent déchiffrer, mais auxquels ils ne peuvent pas donner de sens, ils sont illettrés. Cet illettrisme,
dans le bilinguisme, a priori, on pourrait le révéler, le faire paraître bien plus vite, et sans doute on pourrait le casser bien plus vite, puisque tout le travail du bilinguisme consiste, encore une fois, je vais me répéter, je m'en excuse, je vais d'ailleurs m'arrêter là, à clarifier ce que signifie la langue par cette compétence de communication qui est première, par la manipulation d'objets ou la manipulation de notions qui doivent aussitôt donner naissance aux élèves qui les manipulent, référents, littératie, je ne vais pas me répéter, mais clarifier ces signifiants, clarifier en fait ces énoncés dans une langue nouvelle que l'on s'approprie, puisque c'est parce qu'on clarifie ces énoncés que l'on va, encore une fois, désopacifier ces signifiés. Donc si la langue n'est pas claire, alors là, on sait que c'est bien sur cela qu'il faut travailler. La difficulté nouvelle que fait apparaître finalement, que ce soit mathématique ou ailleurs, le bilinguisme, c'est bien cela. Les langues sont le lieu des apprentissages. Et donc si l'on glisse sur les langues pour penser que les élèves comprennent, et si on pense qu'ils comprennent, et parfois on comprend trop vite qu'ils comprennent, eh bien, on est allé trop vite avec eux. Ils ne veulent pas rester en reste, ils ne veulent pas demeurer en reste, ils ne veulent pas montrer qu'ils n'ont pas compris. Et c'est cet écart de plus en plus important qui bientôt deviendra un gouffre entre l'endroit où sont restés les élèves et l'endroit où on pense qu'ils sont, qui va faire que là, le gouffre sera trop grand. Et donc, même si aucun enseignant ne devrait dire ça, parfois, on dirait que ces élèves ne sont pas bons pour l'abstraction, bons pour les mathématiques, même si ça peut être le cas, des élèves peuvent être très, très... On peut discerner des élèves qui, dès le CM2, peuvent être évidemment se régaler, à prendre beaucoup plus de plaisir, d'intérêt, avoir beaucoup plus de motivation, beaucoup plus de plaisir finalement dans des disciplines manipulatoires que dans des disciplines abstraites, bien évidemment. Mais a priori, aucun élève, sauf problème ou handicap, ne devrait avoir de soucis d'abstraction jusqu'à la fin du cycle 3, jusqu'au CM2 et à l'entrée en 6e. Pardon pour exposer un peu là. Non, mais c'est très intéressant et du coup, bon, on a un tout petit peu dépassé le temps, mais il y a une dernière question qui nous est arrivée, alors par quelqu'un qui n'a pas pu assister à la conférence, mais qui avait une question qui sort un peu du cadre, c'est pour ça qu'on l'a gardée pour la fin. Existe-t-il des recherches ou des travaux de pédagogues qui auraient travaillé sur la vitesse d'entrée dans la langue en fonction de la modalité pédagogique d'enseignement bilingue entre un maître une langue ou un maître deux langues? Non, ma connaissance non, il y en a peut-être, mais je ne connais absolument pas tout. En revanche, cela, c'est tellement fluctuant en fonction des élèves. Vous savez qu'un élève rentrera très facilement dans le déchiffrage parce que cet élève aura, dans sa famille, et peut-être même de manière presque, si j'ose dire, préutérine, vous voyez, entendu ses parents rire, pleurer, parfois peut-être pousser un peu la voix, chanter, etc. Parce que ces enfants auront eu des parents qui, très très jeunes, les enfants étant très très jeunes, ont eu des parents qui leur ont raconté des histoires, chanté, dit des comptines, etc. Ces parents se seront intéressés aux enfants, auront expliqué à des enfants, auront montré des choses. Donc des enfants qui sont en état de savoir l'intérêt, les enjeux de la langue, le plaisir aussi de la langue, sont des enfants qui vont rentrer très très vite, monolingue ou bilingue, dans le déchiffrage et dans la littératie. Ensuite, un maître une langue ou un maître de langue, là on va tomber sur la question de l'immersion. L'immersion, ça, pendant les 5 dernières années, a été considéré comme un gros mot, une horreur, une terreur, quelque chose d'affreux. L'immersion, c'est tout simplement ce que l'on fait pour 12 millions d'élèves chaque jour dans les classes de l'éducation nationale. On ne parle qu'en français. Donc l'immersion, c'est cela. Alors certes, c'est pas compliqué, ces élèves sont censés savoir le français. Mais l'immersion n'est pas du tout un problème. L'immersion devient un problème si ça devient une submersion trop longue. Et la submersion trop longue amène finalement à être noyé et à ne plus rentrer dans les signifiants, et de fait, à ne plus rentrer dans les signifiés, et de fait, à mener le chahut dans les classes. Bon, très bien. Donc, l'immersion est évidemment, d'ailleurs, la circulaire du 14 décembre 2021 parle de l'immersion comme étant l'une des potentialités pédagogiques pour rentrer dans le bilinguisme, comme dans le monolinguisme évidemment. Enfin, il n'y a pas d'offre pour le monolinguisme, il n'y a que l'immersion. Et pour le bilinguisme ou le plurilinguisme, l'immersion est évidemment ce qui se passe. Et je dois le dire, il y a immersion en français la moitié du temps, et il y a immersion en occitan ou en basque l'autre moitié du temps, mais c'est une immersion qui considère en fait les cas de submersion. C'est-à-dire que c'est une immersion qui va très vite
avoir des points de vigilance quand les élèves, certains élèves, celui-ci, tel autre, ou le groupe dans son entier, montrera des points de défaillance, et donc des points de submersion par rapport à un lexique nouveau, un signifiant trop complexe, un signifiant qui aborde une notion, un signifié qui est nouveau. Et là, il y aura donc ce qu'on appelle des rétroactions, c'est-à-dire une capacité à revenir pour clarifier un signifiant ou un énoncé dans une langue qui serait une langue submersive. Et donc là, il y a plusieurs modes de la reformulation, le passage au référent, la traduction en français, etc. Donc on aura comme ça le fait de faire baisser un petit peu le niveau d'exigence du signifié, revenir un petit peu en arrière par rapport au signifié, reprendre une démonstration un petit peu en arrière. Donc on aura une panoplie d'éléments qui permettront de redonner pied à des élèves en submersion, à tous nos élèves en submersion, et à les remettre dans une immersion qui est la bonne chose à faire. L'immersion, c'est vraiment ce qui permet à des élèves d'être dans un bain de langue, exactement, Marie, ce que vous avez fait dans votre lycée américain. Enfin, vous étiez dans un lycée où, pour pouvoir être en sécurité linguistique dans la langue anglaise, vous deviez finalement être face à l'anglais. Parfois, j'ai connu en 20 ans, une professeure des écoles qui, dans une classe, se rendait compte que certains élèves ne comprenaient pas aussi vite que prévu les mathématiques. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait les mathématiques en français. Qu'est-ce qui s'est passé? Les élèves n'ont pas mieux compris les mathématiques et les élèves n'ont pas appris l'occitan. Voilà, donc là, on est vraiment devant un cas qui est un cas de fausse bonne réponse à un problème de difficulté qui, au contraire, aurait dû travailler la langue occitane, peut-être par son étymologie, peut-être par son intercompréhension avec d'autres langues, peut-être avec son travail avec le référent. Bref, travailler la langue occitane comme la langue française, hein, ce que l'on fait, les bons professeurs de monolingue font cela avec la langue française, notamment les excellents professeurs monolingues font cela avec la langue française devant des élèves allophones. Hein. Ils ne connaissent pas le turc, ils ne connaissent pas l'arabe, ils ne connaissent pas le berbère, mais ils travaillent en français, ce qu'on appelle le FLE, le français langue étrangère, avec des élèves qui eux-mêmes s'approprient la langue française et ils trouvent ces moyens qui bien souvent sont les nôtres. Hein. Parfois, ils viennent voir comment nous on travaille pour mieux travailler avec leurs élèves allophones. Merci beaucoup. Alors, il y a une toute dernière question qui est arrivée. Je propose qu'on la prenne en 1 minute, pour pas retarder tout le monde. Y a-t-il une différence significative entre les élèves à qui on parle occitan à la maison et les autres? Oui, bien évidemment, parce que le temps de fréquentation est supérieur, la langue a une dimension affective évidemment supérieure, si j'ose dire, parce que si les parents ou la grand-mère ou l'oncle ou le grand frère parlent, ou la grande sœur, enfin que sais-je, ou le voisin parle, moi je suis voisin d'élèves qui sont dans le bilinguisme, quand je les croise dans la rue, une petite phrase en occitan, mais aussitôt la langue occitane prend un sens différent. Elle n'est pas seulement la langue de la maîtresse ou du maître pendant 12 heures du temps scolaire, pendant 35 semaines par an, mais elle devient une langue culturelle, sociale et ici affective. Donc évidemment, il y a une différence réelle entre ces deux cas d'élèves, et certains élèves d'ailleurs se rendent compte que l'occitan finalement a une épaisseur culturelle, une épaisseur, et se rendent compte que l'occitan appartient à leur propre identité, appartient à l'identité du quartier, de la ville, du village, de l'environnement, de l'Occitanie, pour parler des 13 départements qui sont sous étiquette Occitanie. Bon, ou en Aquitaine ou en Provence, bon, il y a cette capacité finalement à se rendre compte que cette langue appartient aussi à un patrimoine familial, environnemental, local, académique, départemental, régional, académique, national, international, si on vient au bout d'un moment se rendre compte que c'est quelque chose qui appartient aussi un petit peu à l'Espagne, un petit peu à l'Italie, et avec quelques siècles de troubadour, finalement, appartient à une zone civilisationnelle bien plus large. Et ces élèves-là, alors, ont un appétit d'en savoir plus, un appétit et une façon de rentrer dans les apprentissages qui est largement plus développée. Donc oui, il y a une différence significative. Voilà pourquoi d'ailleurs beaucoup de nos maîtres d'école font tout pour faire que leur langue d'école, leur langue de scolarisation, soit aussi une langue qui dépasse l'espace de scolarisation, mais c'est aussi une langue de sortie ou d'entrée de personnes parlant l'occitan dans les classes ou dans les écoles, mais aussi une langue d'échange avec d'autres langues, mais aussi une langue d'échange permettant de faire des projets toponymiques, des projets culturels, des projets musicaux, des projets, etc., etc. Merci beaucoup. Beh, c'est d'ailleurs pour ça que, à l'Office public de la langue occitane, je rappelle que nos missions principales sont la transmission et la socialisation de la langue. Donc la transmission en travaillant énormément
en partenariat avec l'éducation nationale, avec les enseignants, avec les services des rectorats, etc., mais aussi la socialisation justement pour qu'il y ait plus de langue occitane dans la société. Le but étant évidemment de faire en sorte de former des locuteurs compétents, et c'est aussi pour ça que notre public cible est principalement le jeune public, justement en misant sur la formation de locuteurs compétents dès le plus jeune âge, et ensuite en essayant de faire en sorte que la langue soit continuée dans la vie, dans la société. Donc ça conclut très bien, je pense, Oui. cette conférence. Je vous remercie énormément pour toutes ces explications, cette conférence qui a été très, très intéressante. Je rappelle que donc le webinaire a été enregistré. Normalement, on le mettra en ligne, alors d'ici quelques jours ou quelques semaines, on va dire, dès qu'on aura le temps de mettre ça en ligne. On en fera l'annonce sur Facebook, ce sera mis en ligne également sur le site internet et ce sera sur donc la chaîne YouTube, et on vous fera, si vous étiez inscrit au webinaire, vous recevrez un mail aussi d'information, quand le webinaire sera mis en ligne, pour la rediffusion. Voilà. Donc, encore une fois, merci beaucoup, monsieur Escudé. Avec plaisir. Heu À mes et plaisirs. et je vous souhaite une bonne soirée, probablement fête de la musique, pour certains. Donc merci au public qui est venu, malgré l'organisation, ce soir de fête de la musique. Donc, bună seara à toutes et à Dichat. Adicias, bună seara.